Je vous présente les participants. Caroline Fraissinet, bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS en astrochimie et vous êtes au LATMOS. Et vous vous intéressez à reconstituer, s'il y en a une vie ailleurs. Est-ce qu'il y a des vies dans d'autres planètes que la nôtre, et peut-être même dans des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont extrêmement loin, qui ne sont pas dans le système solaire. Philippe Ketschuk, vous êtes le directeur du LATMOS, vous êtes aussi physicien, et vous nous expliquerez l'importance, au fond, parce que, au fond, le spatial en France, c'est vous, pour une grande part. Hein. François-Xavier Bellamy, vous êtes philosophe, vous êtes normalien, vous êtes l'auteur d'un livre qui fait beaucoup de bruit, qui est un best-seller, qui s'appelle Demeure. Il y a une jolie phrase d'ailleurs que j'ai lue dans le Figaro, un manifeste pour les droits de l'âme. Je trouve que c'est un très joli titre, ça résume bien votre travail. Et puis Pascal Pic, vous êtes paléo-anthropologue, vous ajoutez même paléo-anthropologue évolutionniste. Vous êtes maître de conférence au Collège de France. Et puis votre dernier livre, qui est aux éditions Alary, s'appelle Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du transhumanisme expliqués à une lycéenne. Expliqué à une lycéenne, en effet, parce que c'est un dialogue avec une lycéenne qui vient d'Afrique. Et c'est comme ça un dialogue entre l'origine de l'humanité et puis peut-être le devenir de l'humanité. Elle s'appelle Adama. C'est une référence à un philosophe. Je sais pas, vous connaissez Adamo, le philosophe Adamo? C'est pas le chanteur, c'est pas vous permettez, monsieur, non. C'est un philosophe noir du 18e, c'est ça? C'est un philosophe qui a été donc le premier à obtenir un doctorat en philosophie d'une grande université donc en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Et il a été quelqu'un qui a déconstruit une partie de la tradition cartésienne. Et cet homme donc a eu beaucoup de succès. Puis ensuite, il est parti en Afrique pour essayer de développer l'enseignement. Mais là, c'était un peu plus difficile à l'époque. Mais il y a deux personnages comme ça de cette époque-là qui étaient d'origine africaine et qui étaient noirs. C'était donc Adamo et un autre était donc Saint-Georges, qui était un ami personnel de Mozart. Mais qui était un musicien. Mais vous savez, la tradition universitaire a tendance à évacuer les gens de couleur de la tradition universitaire, de la même façon que dans les technologies, on évacue les femmes. Donc là, c'est encore un gros travail à faire. C'est une façon de leur rendre hommage. Oui, ça a des conséquences considérables quand même. Là, on va parler justement de transhumanisme, mais peut-être une question d'actualité. Vous avez vu qu'on vient d'annoncer la naissance en Chine de bébés génétiquement modifiés. Alors, ils n'auront pas, paraît-il, le sida, mais enfin, ils ne l'avaient pas. Donc, on les soigne de quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Mais est-ce que, peut-être je vais commencer avec vous, François-Xavier Bellamy, est-ce qu'on est déjà entré dans un nouveau monde ou dans un autre monde? On est en train de voir se dessiner sous nos yeux, en tous les cas, les grands enjeux auxquels nous allons être confrontés dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Et je crois que l'exemple que vous évoquez à l'instant nous permet tout de suite de poser l'un des termes du problème considérable qui est ici sous nos yeux. La question est précisément qu'il s'agit d'un monde. Je veux dire par là que nous sommes tous reliés. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute l'humanité porte en même temps une responsabilité collective. Ce que nous avons déjà vu avec notre rapport à la nature, avec l'environnement, c'est-à-dire la nature en dehors de nous. Pour la première fois, il y a une responsabilité globale qui se fait jour dans la conscience humaine. Jusque-là, chaque État, chaque nation pouvait faire du bien ou du mal à sa mesure. Maintenant, nous voyons que nous sommes collectivement engagés et ça pose un problème absolument énorme de responsabilité politique parce que, on le voit dans le débat aujourd'hui sur le carburant, beaucoup disent « mais attendez, nous on peut bien réduire notre consommation, mais si d'autres que nous continuent de pratiquer les mêmes types de manières de consommer, de vivre, de travailler qui ont abîmé la planète, qu'est-ce que ça va changer ?» Eh bien, de la même façon, nous sommes aussi devant une responsabilité globale sur la question de l'avenir de la nature, cette fois-ci non plus à l'extérieur de nous, mais de la condition humaine elle-même, de notre propre condition. Et on voit bien que, de fait, d'autres pays que le nôtre ont pris une longueur d'avance dans des techniques qui ont pour but non pas seulement de réparer l'humain, de préserver la condition humaine, mais de le modifier, de l'augmenter. Et c'est le cas de la technique génétique qui est actuellement mise en œuvre en Chine. On sait que les Chinois sont très en pointe sur cette question. Et donc le sujet se pose de notre être au monde, en quelque sorte,
et de notre responsabilité à l'égard de l'avenir. On va l'évoquer tout à l'heure. Mais Pascal Pic, vous étudiez l'homme alors depuis ses origines. Alors on peut donner quelques chiffres. L'Homo erectus, c'est 2 millions d'années. L'Homo sapiens, qui est notre vrai ancêtre, c'est à peu près 150 000 ans. Est-ce que, alors, c'était quand même des données très longues, quoi, enfin, avant que ça évolue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui tout s'accélère et d'une manière vertigineuse? Non, le problème, c'est que dès qu'on parle d'évolution, on parle de paléontologie, donc ce qui est déjà un grand sujet, qui est fascinant. Donc la paléoanthropologie, qui s'occupe de l'évolution biologique de l'homme, donc essentiellement les fossiles. Mais dès qu'on arrive dans des périodes plus récentes, qui remontent maintenant jusqu'à 150 000 ans, on dispose de l'ADN, donc on parle maintenant de paléogénétique. Puis aussi, il y a une idée de l'évolution qui consiste à croire que c'est une espèce de long fleuve tranquille. Oui. Ça va tranquillement, que c'est progressif, c'est cumulatif. Non, ça s'appelle la théorie des équilibres ponctués, c'est-à-dire que l'évolution de toutes les espèces procède par des périodes de relative stabilité, des périodes aussi on pourrait dire j'aime pas le terme de progrès, mais en tout cas d'optimisation des adaptations, et puis des périodes de changement extrêmement rapides. Alors pour la période d'aujourd'hui, ça vient d'être dit, effectivement, c'est la première fois que nous sommes, depuis le début de l'an 2000, tous complètement connectés, depuis qu'est arrivé un smartphone, le Web 2.0. Un nouvel âge de l'humanité a commencé en 2007 pour 3 raisons. La première, c'est que depuis 2007, la majorité de la population humaine devient urbanisée et sera de plus en plus urbanisée. Deuxièmement, c'est l'arrivée du smartphone, qui fait que depuis ce matin, nous avons produit des centaines et des centaines de données. Et ça, c'est moins connu, c'est l'éclatement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle moderne, en tout cas celle qui est basée sur l'analyse de neurones je vais pas le dire, de systèmes de neurones artificiels avec des algorithmes particuliers qui est en train d'éclater complètement aujourd'hui. Et ça, c'est en train de changer le monde à toute vitesse, puisqu'il y a les Californiens, il y a donc les Chinois qui sont très très en avance aussi sur ces questions-là. Les géants chinois sont absolument hallucinants, mais on oublie Israël, on oublie le Canada, on oublie les Russes qui eux sont plutôt liés à l'armée. Et puis là, on vient de sortir donc le plan, vous savez, intelligence artificielle, et il est vrai que nous sommes un petit peu en retard. La chose étant, ça c'est tout à fait nouveau, c'est bien dit par monsieur Bellamy. Mais moi je vais rappeler quand même rapidement ce qui a été ma génération. En 1964 est sorti du même Conseil des ministres le TGV, Airbus et le nucléaire. Oui. 4 ans plus tard, c'est mai 68. Et après, c'est l'élection de monsieur Valéry Giscard d'Estaing. La France a basculé dans la modernité en 12 ans. Mais là, ça concernait effectivement les pays d'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon. Aujourd'hui, il est vrai que ça bouge extrêmement vite, mais il n'y a pas les problèmes qui ont été soulevés. C'est qu'aujourd'hui, il y a de vrais enjeux en termes de démographie, en termes d'environnement et en termes effectivement de santé, puisque les biodiversités aussi s'écroulent. Donc, ce que j'ai connu moi quand j'étais jeune, sans en avoir conscience à l'époque, bien évidemment. Mais tout ça s'ouvrait sur un avenir qui était prometteur. Enfin, vous êtes une génération qui a gagné 20 ans. Et aujourd'hui, il y a tous ces facteurs qui interviennent et sur la transformation possible de la vie qui pose de réels problèmes d'éthique. Je disais, vous êtes d'une génération qui a gagné une vingtaine d'années d'espérance de vie, par exemple. Personne n'avait vu ça venir. Quand a été inventée la retraite par répartition, ce qui au passage est quand même une très belle idée, de mettre en place une solidarité intergénérationnelle. Mais personne n'allait imaginer qu'une génération allait gagner 25 ans d'espérance de vie. Et ça, c'est une leçon de l'évolution. L'évolution, c'est toujours des compromis. Oui, il y a des choses qu'on gagne, puis des choses auxquelles on ne s'attendait pas, dont on se passerait bien, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a toujours évolution. Là, nous tous, dans la salle, au moment où nous sommes, là, vous regardez votre montre, nous sommes face à un monde qui change, dont nous sommes les principaux acteurs aujourd'hui, au passage. C'est pas comme les dinosaures qu'on récupérait un météorite. Nous sommes la principale force qui change le monde aujourd'hui sur cette terre. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que je travaillais beaucoup avec le monde économique et social. D'ailleurs, demain, je reviens à 50 ans en Yvelines pour une grande entreprise de technologie, au passage. Mais la chose étant, il y a une chose que l'on comprend bien. Que des météorites, que des volcans, que des tremblements de terre, que des changements de courant océanique, pour parler de films, donc le jour d'après, Jurassic Park, etc., puissent modifier l'histoire de la vie. Mais ça fait pas de l'adaptation, ça élimine des espèces ou pas. L'autre chose est qu'on comprend bien qu'au sein des écosystèmes, il puisse y avoir de nouveaux virus, des espèces invasives, des bouleversements dans les communautés écologiques. Ça, on comprend bien. Par contre, il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que plus une espèce a du succès, plus elle modifie l'environnement dans lequel elle a eu du succès, et plus elle devra s'adapter aux conséquences de son succès. Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis je suis né,
pardon, je ne mets pas au centre du monde, mais simplement c'est pour montrer quand même que c'était rapide. Hein. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Oui, c'est ça, il y a eu des changements considérables. Oui, et puis, il y a eu aussi une consommation d'énergie comme jamais. C'est-à-dire, en moyenne, on a multiplié par 100, avec beaucoup de disparités, bien sûr, notre consommation énergétique, qui a été multipliée par plus de 300, voire 400, depuis une cinquantaine d'années. Et donc, aujourd'hui, les conséquences sont là. C'est l'effondrement des biodiversités marines et terrestres. C'est le dérèglement climatique avec un réchauffement global, mais avec beaucoup de disparités. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent « Ah ouais, mais comment on va faire en 2050 lorsque nous aurons 9 milliards d'individus ?» Pour moi, c'est pas le pire problème. Le pire problème, c'est après. Parce que le vieillissement de la population va faire que le haut de la pyramide, qui n'est plus une pyramide, elle est inversée, va s'en aller. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Chine ou ailleurs. Nous savons, c'est empirique ce que je vous dis, mais l'expérience nous montre en anthropologie qu'à chaque fois qu'une population voit sa natalité s'écrouler, elle ne revient jamais vers des politiques de natalité. En tout cas, ils ont du mal à refaire des enfants. Et une vraie inquiétude. Il y a très peu de philosophes. D'ailleurs, c'est un philosophe, je ne sais pas si vous le connaissez, Monsieur Bellamy, qui s'appelle Monsieur Gudin, Christian Gudin, qui a écrit un très bon livre. Il est à l'université de Clermont-Ferrand. Il y a une dizaine d'années, il a dit la fin de l'humanité. C'est-à-dire que l'horizon 2050 nous effraie, parce qu'il y a plein d'échéances. Hein. Réchauffement climatique, les transhumanistes peut-être, on va en parler. Mais c'est qu'après, nous sommes dans la certitude totale, à savoir si l'humanité sera capable d'avoir assez de dynamique démographique pour se maintenir dans le monde qui suivra. Donc vous voyez, la perspective évolutionniste nous donne. Et donc là, effectivement, c'est très clair. On parle de transhumanisme. Les gourous du transhumanisme nous disent on va trouver les solutions en 2030, 2040. Mais moi, et puis Monsieur Bellamy est responsable politique, je crois aussi, moi, le vrai enjeu, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les changements, ça a été esquissé, sont déjà en cours. Et les 10 ans qui viennent avant les mirages possibles du transhumanisme vont être déterminants pour l'avenir de l'humanité. Philippe, quand vous avez commencé à chercher, à vous intéresser à l'espace, c'était un espace plus réduit qu'aujourd'hui. Là aussi, les choses ont changé considérablement, non ? Le départ, ça part de quelques-uns. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette question-là, en France, on est bien positionné avec des agences spatiales. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que voilà, le spatial en France et dans la région est bien développé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 60 ans, c'est presque un hasard. C'est en fait, finalement, il y a quelqu'un qui se saisit des fameuses fusées Véronique et qui commence à avoir l'idée de sonder l'atmosphère. Et c'est ça qui va enchaîner, et derrière, on va faire finalement la fusée Diamant et d'autres choses. Donc finalement, on s'aperçoit que sur cet aspect-là, alors je descends un peu d'échelle, hein, mais on s'aperçoit que là, dans la géopolitique, finalement, ce qui s'est passé en France est presque le fruit du hasard, finalement, sur cette évolution, et notre position très très impliquée dans le spatial, et puis après l'aéronautique, en fait, dépend de quelques-uns. Et en fait, sur la recherche, c'est aussi, on en est toujours là. C'est-à-dire que finalement, on fait des choses fantastiques, mais finalement, il y a toujours finalement que des petits groupes qui travaillent sur ces questions-là. Et le monde est petit dans la recherche. Hein. Donc voilà, on dépend de quelques-uns qui ont des idées et qui vont les mettre en œuvre. Ouais. François-Xavier Bellamy, justement, dans votre livre, vous montrez combien les découvertes scientifiques, je pense notamment à Galilée, ont modifier complètement la conception de la philosophie, la conception de l'homme. Comment, avec justement ces découvertes qui s'accélèrent, le transhumanisme dont on va parler, les gens qui disent l'enfant qui va vivre 1000 ans est déjà né, comment le philosophe peut s'adapter à ce changement? Justement, vous qui plaidez justement pour qu'on arrête de se mouvoir en tous sens et qu'on regarde un petit peu les choses telles qu'elles sont, mais comment vous adaptez justement à ce changement incessant? Est-ce que le philosophe, ça pose un problème au philosophe que vous êtes? Alors d'abord, je suis enseignant en philosophie, mais je crois qu'on est tous appelés à être un peu philosophes. Je veux dire par là que philosophe. J'aurais bien du mal à me revendiquer de ce titre. Il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui ne sont pas du tout philosophes et beaucoup de gens qui ne sont pas professeurs de philosophie. Enfin, vous connaissez bien la philosophie. Mais ce que je crois, c'est que le rôle principal de la philosophie, c'est de nous permettre de gagner une forme de distance à l'égard de l'immédiateté du temps, de nous permettre de prendre un peu de recul, d'objectiver ce qui se produit et surtout de s'interroger. Le principal effort de la philosophie, c'est cet effort de l'interrogation. La vie bonne, dit Platon, c'est la vie interrogée. Et donc vivre bien, c'est s'interroger sur ce que nous sommes en train de faire. Et j'observe que
l'époque que nous vivons est à la fois incroyablement propice pour l'activité philosophique et en même temps, elle est aussi très dangereuse pour l'activité philosophique. Propice parce que nous n'avons jamais eu autant besoin de nous poser des questions sur ce qui est en train de se produire, ce que nous avons la chance de faire ensemble ce soir. Et nous sommes tous ensemble en train de philosopher d'une certaine manière, c'est-à-dire de prendre du recul, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et de nous demander surtout qu'est-ce qui là-dedans est bon et qu'est-ce qui est juste et comment est-ce que nous devons orienter notre action ensuite pour qu'elle soit vraiment féconde. Jamais nous n'avons autant eu besoin peut-être, et d'ailleurs nous sommes très nombreux à le dire dans nos métiers, dans nos activités professionnelles, dans nos vies quotidiennes, nous sommes très nombreux à vivre de ce que nous appelons parfois une quête de sens, un besoin de sens, un besoin de comprendre vers où nous nous dirigeons. Parce que le monde change à toute vitesse et que nous avons parfois le sentiment de n'avoir plus vraiment la main sur le mouvement de ce qui se produit. Nous en sommes à la fois les acteurs, évidemment, les acteurs principaux, mais en même temps, nous sommes aussi passifs, nous subissons ce qui arrive et nous avons l'impression de ne pas pouvoir vraiment orienter le mouvement de nos propres vies. Jamais la période n'a été plus féconde, jamais elle n'a été plus périlleuse aussi parce que précisément, ce mouvement, cette accélération du temps, fait que nous vivons dans une forme d'immédiateté qui nous rend très difficile l'interrogation et notamment l'interrogation critique. Et j'observe ce que j'essayais de dire dans Demeure, avec une petite mesure, que il est devenu très difficile d'interroger l'innovation, la nouveauté, et nous sommes conduits à y consentir comme si c'était une évidence, comme si tout ce qui est nouveau était forcément un progrès. Je crois que et comme si on ne pouvait pas y résister. Et comme si ce que vous appelez la loi de Murphy, l'avenir était de toute façon écrit d'avance. La loi de Murphy, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une technique, on va l'utiliser. La loi de Murphy, elle est très ambiguë parce qu'elle a deux aspects, elle en a même plusieurs, qui dit que si ça doit arriver, ça doit arriver. Puis il y en a d'autres qui disent si ça doit merder, ça va merder. Donc, excusez-moi par cette trivialité. Mais Monsieur Bellamy a lâché deux mots là qui sont vraiment importants pour notre époque, progrès et innovation. Alors peut-être j'aurai le temps d'expliquer tout à l'heure, mais nous sommes entrés dans un monde vraiment darwinien, en ayant compris ce qu'est quand même Darwin, parce que là en France, on a vraiment du mal à comprendre ce que c'est que la pensée évolutionniste. Mais très clairement, ça veut dire quoi? C'est que les innovations, on dit qu'il faut innover pour continuer à rester à sa place. Ça vient de Lewis Carroll, ça s'appelle la Reine Rouge. Il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Ça, c'était pour le pays imaginaire, sauf que maintenant, c'est sur la Terre. Et c'est maintenant. Et en gros, c'est très intéressant. C'est mon ami Étienne Klein qui m'a attiré mon attention là-dessus. Une étude a été faite par un sociologue, M. Bronner, qui montre que depuis quelques années, la fréquence du terme progrès s'efface devant l'augmentation de la fréquence du terme innovation. Ce qui veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des injonctions pour les entreprises, poussées par les gouvernements, par la politique, c'est-à-dire il faut innover pour rester en avance, mais sans savoir où on va. Et on est complètement en déficit d'une idée de devenir, et les seuls qui proposent, entre guillemets, bien sûr, une possibilité de solution sont les transhumanistes. Donc là, voilà, on est quand même dans une situation sur le plan philosophique qui est extrêmement instable, extrêmement difficile, qui fait que, d'un côté, on l'a vu sans faire de politique, mais on a vu cette traduction dans les élections récentes, même en France. Aujourd'hui, face à ce monde qui change, tout le monde perçoit que ce monde change. Mais vous avez une partie des personnes qui pensent que l'avenir n'est plus possible pour eux, en tout cas ça va être très difficile, et d'autres qui pensent que ça va être possible, même sans ça être facile. Et donc, d'un seul coup, on est complètement en déficit aujourd'hui de grandes idées de progrès qui pourraient entraîner toute l'humanité, qui apportaient des choses, qui apportaient des choses moins bien. Et voilà. Et très clairement, les grandes pensées du XXe siècle, de gauche et de droite, aujourd'hui, bon, ça se maintient encore, mais elles font plus tellement recette, on est bien d'accord là-dessus. Et nous cherchons le monde de demain, tout en sachant que nous sommes nous-mêmes en partie les acteurs. Voilà une situation qui requiert de l'éthique, de la philosophie, de l'anthropologie et de la science, sans que personne ne puisse prétendre avoir la vision sur le monde qui vient, à part quelques huluberlus, mais ça, il y en a toujours. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé en Chine. C'est une modification génétique. C'est du. Mais ils ont pété les plombs là, pardonnez-moi, parce que d'abord le SIDA, c'est un virus qu'on attrape. Oui, on ne connaît pas de gène contre le SIDA. On soigne quelque chose qu'on n'a pas. C'est complètement dément. Et par ailleurs, ça a des grands enjeux aujourd'hui d'éthique. Quand on commence à transformer le génome, on ne sait pas du tout ce qui va se passer de génération en génération. Pour une bonne raison. Vous savez que nous sommes alors complaisamment, nous disons que nous sommes une espèce complexe. Ça, je vous l'accorde. Mais nous n'avons que 23 000 gènes. C'est rien du tout. 23 000 gènes, c'est rien du tout. Et tous ces gènes ont des interactions extrêmement complexes. Donc c'est pas du Lego, un génome. Donc il y a quelques systèmes génétiques où on sait qu'on peut changer de trois petites choses. Des maladies qu'on appelle, malheureusement on va en parler là enfin pas malheureusement, mais c'est bien qu'on en parle, mais pour ces maladies donc génétiques dont on parle avec le Téléthon. Donc là on a des systèmes génétiques qui sont assez bien ciblés. Mais regardez
Il y a des efforts, il y a des recherches, il y a des avancées prodigieuses, et on a quand même à peine aujourd'hui quelques thérapies génétiques qui commencent à se prononcer. Non pas que les chercheurs n'ont pas bien cherché, et les chercheuses, c'est parce qu'on est dans des systèmes extraordinairement complexes, et de prétendre changer un gène et résoudre le problème, c'est pas du Lego. Et donc là, on est vraiment dans les responsabilités totales, et c'est évidemment l'inhérence totale de ce que sont les sciences et la biologie évolutionniste. Ce que vous expliquez d'ailleurs très bien, c'est que l'évolution, elle nécessite qu'il y ait de la diversité. C'est-à-dire que si on crée, parce qu'il y a ce danger-là quand même, c'est de créer les mêmes hommes partout, avec la même, en gros la même tête, le même cerveau, très intelligent, etc. Mais du coup, la diversité, on perd la diversité, et si on perd la diversité, on perd l'évolution. On risque de basculer dans un monde post-darwinien qu'on n'aura jamais connu, et dont les modalités de changement, on ne peut pas parler d'évolution du coup, ne sont absolument même pas imaginé. Soyons très clairs. Donc il va falloir qu'on ait cette fois-ci une véritable philosophie du principe de précaution qui pour l'instant n'est pas très bien appliquée, me semble-t-il, ni dans un sens ni dans l'autre. Enfin ça c'est un autre débat. Mais il y a une certaine forme d'inconscience. Ce sont des démiurges, c'est du bricolage qui n'a aucune valeur scientifique, ça a été dit, mais qui comporte des risques qui aujourd'hui ne sont pas du tout envisager. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas discuter sur ce qui va se passer. On ne sait. C'est un monde complètement ouvert et ignoré. Voilà. Et ça, c'est le problème des transhumanistes. Caroline Fraissinet, et Philippe Ketchut, est-ce que parfois la science vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de vos recherches vous-même, de temps en temps? C'est une grande question. Après, est-ce que vous allez les trouver, peut-être? Après, nos recherches en particulier, non, on n'en a pas peur. La science, en général, oui, elle peut amener à beaucoup de dérives. C'est pas la science qui fait peur, c'est comment les gens vont s'en servir. Oui, c'est plutôt ça. Alors, il y a un débat, puis après on va parler un peu de l'espace, mais il y a un débat que vous abordez très bien dans votre livre, et vous en distinguez 3 humanismes, mais est-ce que vous dites le transhumanisme? Dans le transhumanisme, il y a humanisme. Et vous distinguez 3 humanismes. Alors pour aller vite, je peux résumer. Il y a un qui considère que le transhumanisme c'est un progrès et qu'il faut que le progrès soit partagé par tous. Il y a un deuxième humanisme, ce que vous appelez le post-humanisme. L'homme évolue et pour qu'il évolue, il faut l'aider. C'est un peu l'homme augmenté. Et puis le troisième, c'est celui qui pense que au fond l'évolution c'est fini. Et qu'il faut créer un autre homme, un autre être humain. C'est les trois sortes d'humanisme. Et selon l'humanisme qu'on va choisir, évidemment, les perspectives sont très différentes. Vous pensez que le transhumanisme, c'est un humanisme? Moi, j'ai tendance à penser que sur cet enjeu, effectivement, comme le disait Pascal Pic, on est de toute façon dans une forme de flou parce que en réalité, c'est une promesse qui nous est faite sans qu'on sache très bien exactement quel est son contenu. Et de fait, je ne crois pas qu'il faille prendre nécessairement au sérieux la totalité des fantasmes qui se jouent derrière. On sait que c'est plus du fantasme que de la réalité. Mais il me semble qu'en tous les cas, derrière la projection du transhumain, il y a plutôt une forme d'anti-humanisme. Je m'explique. Lorsqu'on affirme que la condition humaine ne doit plus être seulement réparée, protégée, préservée par les techniques médicales, mais qu'elle doit être vaincue en quelque sorte dans les limites qu'elle nous impose, alors en fait on dit que l'humain, lorsqu'il n'est pas encore augmenté, nous apparaît comme diminué. Et ce qui me paraît le plus inquiétant, il y a évidemment les risques d'incidences négatives, de conséquences dramatiques ou de catastrophes que nous pourrions produire parce que nous ne savons pas à quoi nous touchons. Exactement comme lorsque nous sommes entrés dans des écosystèmes complexes, nous avons perturbé des équilibres que nous ne soupçonnions pas. Nous sommes devenus par la force de notre technique d'une puissance extraordinaire, mais nous ne sommes même pas assez puissants pour réparer ce que notre propre puissance a détruit. Donc il y a quelque chose comme une limite qui devrait s'imposer à nous et qui nous impose la prudence. Mais le plus grave encore n'est même pas seulement le risque du mauvais pronostic ou le risque que la loi de Murphy se réalise dans ce qu'elle a de négatif. Le plus grave serait que nous en venions à vivre dans une forme de frustration perpétuelle parce que derrière le changement constant qui est promis par la technique, il n'y a pas seulement la réalisation de l'homme 2.0. Après l'homme 2.0, il y aura l'homme 3.0 et puis l'homme 4.0. Et au fond, le danger, c'est que nous nous rapportions à notre propre condition
Exactement comme nous nous rapportons aujourd'hui à nos smartphones. Rappelez-vous, en 2007, si vous aviez le premier smartphone, vous étiez le roi du pétrole. Vous étiez absolument celui que tout le monde enviait. Maintenant, si vous vous promenez avec le même téléphone, vous avez l'air ridicule. Eh bien, le danger, c'est que le darwinisme, la compétition contemporaine, finisse par se jouer aussi sur le terrain de nos propres corps et que, effectivement, si nous rêvons de l'homme 2.0, après, nous projetterons immédiatement notre bonheur dans le suivant et dans celui d'après encore. Il me semble qu'un véritable donc c'est sans fin. Il me semble qu'un véritable humanisme consiste peut-être à habiter de nouveau notre condition humaine avec ses limites, bien sûr, avec sa finitude. De fait, la technique n'abolit pas les limites, elle les déplace seulement. L'apparition du smartphone a permis de vaincre certaines limites, mais elle en a créé de nouvelles. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas joignable immédiatement avec votre téléphone, votre employeur vous en veut. Et donc, la technique, une sorte d'esclavage, la technique déplace les contraintes. Il me semble que nous ferions mieux d'habiter les contraintes de notre condition plutôt que de tenter de rêver toujours à quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. La société de consommation qui a tout construit pour répondre à nos désirs ne nous a pas rendus plus heureux. Là-dessus, une réponse On voit bien les changements auxquels nous n'aurions pas pensé et qui mettent en danger nos démocraties, nos libertés. Je vais évoquer 2 auteurs quand même que tout le monde connaît, ou quasiment tout le monde a lu d'ailleurs. Il y a eu des films qui sont Aldous Huxley d'un côté, donc le meilleur des mondes. Dont le frère a inventé le terme de transhumanisme. Alors voilà, Julian Huxley. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que le terme de transhumanisme apparaît en 1957 sous la plume de Julian Huxley, qui est le petit-fils de Fred Aldous, et le grand-père, qui est un homme absolument génialissime, qui était Thomas Huxley, un des grands amis de Darwin, Charles. Et l'idée est magnifique d'ailleurs au passage, parce qu'il est le premier secrétaire général de l'UNESCO, c'est aussi un très très grand scientifique, et le projet au départ est celui-ci, c'est-à-dire, et on retrouve la charte de l'UNESCO d'ailleurs, c'est-à-dire par les sciences, l'éducation, la culture, faire en sorte que l'humanité acquiert plus de maturité et donc de sagesse, et surtout par la connaissance, partir ensemble vers un progrès partagé. Et l'idée de Julian Huxley, c'est de se dire que la nature nous a certainement légué des potentialités qui, jusqu'à présent, n'ont pas été exprimées. Par exemple, l'espérance de vie, ou ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, etc. Et l'idée est magnifique. Donc, la première idée au départ, ce n'était pas de dire on va dépasser les limites que nous a données la nature, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque. On ne les connaît pas toutes d'ailleurs. Mais c'était de se dire, par l'éducation, la politique, la médecine, la science, amener une plus grande partie de la population vers cet état-là. En gros, c'est ce qui s'est passé dans les pays occidentalisés, en moyenne, après la Guerre mondiale, jusqu'aux années 90. D'ailleurs, on voit très bien une augmentation, on l'a dit, l'expérience de vie, mais par exemple du QI, de la santé, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à, malheureusement, il va falloir que les transhumanistes fassent vite, on assiste quand même à une détérioration d'une partie de la population, dans chaque pays d'ailleurs, qui va assez vite, donc je ne vais pas plomber la soirée, mais ça va pas de soi. Donc c'est là que vient le transhumanisme. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été repris, notamment en Californie, et c'est intéressant parce que pour eux, ces limites, on les connaît, en tout cas, ils prétendent les connaître, et on va forcément être obligé d'avoir recours à des artefacts, à des moyens technologiques pour les dépasser, parce que ça dépasserait ce que nous a légué notre nature. Et là, en tout cas, ça sera un monde, évidemment, qu'on ne connaît pas du tout, et pour l'instant, c'est pas arrivé. Et ça, alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce débat transhumaniste ne trouble pas du tout les populations et les peuples d'Asie orientale, parce que eux, intégrer les technologies dans leur monde, notamment avec les robots, ça leur pose aucun problème. Hein. Et les Russes, par contre, c'est encore autre chose. Eux, c'est l'idée, alors ça, c'est un vieux truc qui traîne chez les Russes, de transformer leur âme dans des robots, dans des machines, dans des robots en silicone. Donc il y a plein de mouvements comme ça qui sont dans le monde, qui sont une espèce d'éclatement des différentes formes de transhumanisme. Et pour revenir à ce qu'on disait sur le smartphone, regardez comme ça va extrêmement vite pour revenir à Aldous Huxley et George Orwell, 1984. Ils se connaissaient bien, ils étaient très amis, ils échangeaient des lettres. Et à un moment, l'un et l'autre se disaient, en fait, quelle est la tyrannie la pire que nous pourrions envisager pour le monde qui vient ? À savoir le monde consumériste dans lequel les gens sont accrochés aux publicités et à la consommation, ça c'est le meilleur des mondes, ou le Big Brother, c'est-à-dire une entité centrale. Et vous savez ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a les deux. Les GAFA californiens nous mettent dans des états de dépendance, on n'est pas assez raisonnable pour ne pas se laisser plier à cela, donc une espèce de dépendance immédiate qu'on appelle les causes immédiates. Et les Chinois aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas un Chinois qui n'est pas noté numériquement, ils sont tous fichés numériquement. Oui, absolument. Et donc aujourd'hui, les deux sont en train d'arriver. Donc vous voyez, avant l'arrivée du transhumanisme, on voit que personne n'avait envisagé les fake news, les fausses nouvelles, nos démocraties. Est-ce que vous montrez bien aussi
Vous savez, ça fait que 2 ans maintenant. Enfin, ça commence avant, mais là, ça a vraiment éclaté avec M. Trump. Et ce que vous montrez aussi très bien dans votre livre, et je trouve que c'est une réflexion extrêmement forte, c'est qu'au fond, tous les transhumanistes qui essayent, qui veulent, qui rêvent de transformer l'homme, ils ne pensent qu'à l'homme. Ils ne pensent pas au reste, ils ne pensent pas... Ils ne pensent pas tellement à la nature, pas du tout, aux animaux, à l'environnement. Ah ben attendez, c'est Star Trek, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette logique de l'histoire de l'Amérique. C'est une des faiblesses terribles du c'est qu'au transhumanisme. Ouest, on est en Californie, maintenant c'est l'espace. Et dès le départ, quand il y a eu le transhumanisme, et notamment chez les Russes d'ailleurs, ça a toujours été avec la conquête spatiale. Hein, c'est-à-dire se dire, la Terre, ok, on est l'intérieur, mais on va aller plus loin. D'ailleurs, c'est les mêmes qui investissent dans le transhumanisme, qui investissent aussi dans la conquête spatiale. On va bien sûr, Elon Musk, par exemple, ou Peter Thiel, bien sûr. Oui, Philippe. Donc oui, ce que je voulais rajouter, c'est que un des grands changements, c'est malgré tout le fait qu'on assiste à des problèmes planétaires. C'est-à-dire que, et ça a beaucoup commencé aussi avec la partie de l'environnement. Alors ça s'est vraiment déclenché, notamment, alors même si ça faisait sourire un peu tout le monde, au moment des problèmes de l'ozone stratosphérique. C'est-à-dire que c'est là vraiment où on a compris qu'on était capable d'envoyer dans l'atmosphère des gaz à longue durée de vie, et qu'elle allait du coup avoir un effet global. Parce que même avant ça, la pollution restait un effet local. C'est-à-dire qu'on se disait, chacun pollue dans son coin, on ne va pas s'occuper du voisin. Et donc du coup, aujourd'hui, les choses se rejoignent entre les problèmes effectivement d'environnement et les problèmes de communication. Donc chaque évolution devient planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si quelqu'un dans son coin voulait être à l'abri de tout ça, il ne pourrait pas. Donc ça, c'est vraiment un changement énorme, parce que avant, on avait quand même cette chance-là. C'est-à-dire que si on ne voulait pas avancer avec le temps, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on vous rattrape. C'est-à-dire que personne, et on le voit bien, on a cité aussi les GAFA, etc. C'est-à-dire que du coup, dans votre activité de tous les jours, vous ne pouvez pas être tranquille. Donc ça, c'est quand même un gros changement pour la décision individuelle, malgré tout. François-Xavier Bellamy, il y a le titre d'un livre qui a un gros succès de Noah Harari, qui s'appelle Homo Deus. Alors, je ne sais pas s'il faut parler, comme les philosophes, d'hubris ou de l'homme qui se prend pour Dieu. Évidemment, c'est très inquiétant, non? Ce qui est très frappant, c'est que c'est très ancien et très nouveau. Au fond, les rêves qui s'expriment dans le transhumanisme sont très anciens. Prenons l'un d'entre eux, par exemple. La médecine a toujours voulu tenter de préserver la vie et donc de prolonger la vie. Mais ici, nous n'avons pas seulement affaire à la réparation. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, nous avons affaire à l'idée de changer les limites de la nature et donc de vaincre la mort. L'idée de la mort est l'une des dimensions du projet transhumaniste. C'est-à-dire l'idée d'un homme qui ne soit pas seulement un homme moins malade, en meilleure santé et qui vive plus longtemps, mais l'idée d'un homme qui ne meurt plus du tout. Que sera notre condition si nous ne mourrons plus ? D'abord, il y a beaucoup de conséquences qui sont évidemment immédiates. La première des conséquences, c'est qu'il faut surtout arrêter d'avoir des enfants, parce que sinon ça va très vite poser un problème de place. Ou alors, il va falloir qu'on nous trouve très rapidement un chemin vers Mars pour qu'on puisse s'étendre un peu. Mais c'est vrai que le projet transhumaniste en soi reprend des rêves très anciens. Dans Demeure, je citais le plus ancien récit écrit conservé de toute l'histoire de l'humanité, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. Et donc c'est l'histoire d'un roi, le roi de la cité-État d'Uruk, qui traverse la totalité de la Terre pour trouver la plante qui rend immortel. Et c'est pas nouveau en fait cette recherche. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, il semble que scientifiquement, mais vous en saurez plus que moi, que les choses se concrétisent. Alors maintenant, nous devons sans doute faire appel, nous aussi, à ce qu'il y a de plus nouveau dans les forces de la science, mais en même temps à ce qu'il y a de plus ancien dans la sagesse de l'humanité, pour pouvoir tenter d'appréhender ce pouvoir qui se dessine, et ce pouvoir qui, comme vous le disiez à l'instant, évidemment, nous rend tous solidaires, parce que c'est l'occasion d'une transformation globale dont nous sommes tous participants. Caroline Fraissinet, vous êtes chercheuse au CNRS et au LATMOS, je le disais tout à l'heure. Oui, tous les patrons des GAFA s'intéressent à l'espace. Alors si demain Elon Musk multiplie votre salaire par 10 pour aller chercher pour lui, vous lui dites quoi? Donc, ce qui n'est pas impossible, hein, ça peut arriver. Ça pourrait éventuellement arriver. mais là, en fait, ça ferait de la peine à Philippe Cadieux. Là, on rentre vraiment dans la dichotomie entre le public et le privé, où en fait le public il va être géré par l'État et il n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'un privé qui est géré par lui-même finalement.
Et donc Elon Musk, c'est à la fois un moteur, parce que c'est vrai que il va pousser la compétition. Par exemple, l'homme sur Mars, c'est plus uniquement la NASA et les autres agences spatiales, mais maintenant c'est également Elon Musk et le privé, et donc on accentue la compétition, comme quand on a eu la découverte, le génome, le décryptage du génome humain qui a été accentué par la compétition avec des gens de un peu plus mauvaise intention que les universitaires. Et donc en accélérant cette compétition, là on est dans le côté positif en fait du privé. Mais malheureusement, on a tous les côtés négatifs qui vont être les règles qui sont imposées au public et qui ne le sont pas au privé. Par exemple, la NASA qui va envoyer un astronaute sur Mars, elle est dans l'obligation de le ramener. Elon Musk, s'il veut proposer un envoi d'hommes à sens unique, une sans voiture retour, spatiale. Voilà, il peut très bien le faire. Et après, on a d'autres thématiques aussi qui sont un peu problématiques pour le privé. C'est ce qu'on appelle la protection planétaire, c'est-à-dire qu'on refuse de contaminer les autres planètes. Donc, quand on envoie des missions sur Mars et sur n'importe quel corps du système solaire, on est obligé de décontaminer tout ce qu'on envoie pour éviter une contamination par la vie terrestre ou par n'importe quoi qui soit terrestre en fait. Donc c'est une charte du COSPAR qui a été ratifiée par tous les pays qui participent à la conquête spatiale, mais qui n'est malheureusement pas appliquée au privé. Donc Elon Musk, il envoie une Tesla dans l'espace, sa Tesla n'est pas décontaminée. Si elle s'écrase sur Mars, si elle retourne sur Terre avec des bactéries qui ont évolué dans les conditions spatiales, qui sont des conditions extrêmes parce qu'on a des radiations, on va participer à une évolution accélérée dans l'espace avec d'autres conditions que celles qu'on connaît sur Terre. La Tesla qui est partie dans l'espace, elle avait des bactéries, elle n'a pas été décontaminée. Ces bactéries peuvent évoluer dans l'espace. Un retour sur Terre de la Tesla peut apporter des nouvelles bactéries qui auraient évolué, qu'on ne connaît pas en plus, qu'on connaît pas, qui pourraient éteindre toute forme de vie sur Terre. C'est extrême, mais bon. Et donc, quand on envoie des choses sur Mars, on est obligé de les décontaminer. Il y a des règles à respecter. Elon Musk ne doit pas les respecter, ces règles. Donc bon, les chartes sont en train d'évoluer parce qu'elles n'ont pas été faites pour la participation privée à la conquête de l'espace. Donc c'est un petit peu en retard là-dessus. Donc pour l'instant, le privé c'est bien, ça accélère la compétition, mais c'est pas encore éthique comme l'est la recherche publique sur la conquête spatiale. Et c'est quand même une concentration, tout le monde peut intervenir là-dessus, sur ce que, c'est pas forcément un philosophe qui votre préférence, mais ce que Michel Foucault appelait le pouvoir et le savoir, quand même. On est quand même dans ce monde-là, où le pouvoir et le savoir vont ensemble, et ça pose quand même des problèmes. Et l'argent, et les moyens, ça pose quand même des problèmes, non? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il s'agisse de ces milliardaires des entreprises du numérique en Californie, et même M. Jack Ma, dont on connaît plus ou moins le nom pour Alibaba, mais d'autres en Chine, tous ont fait fortune dans les moyens de paiement en ligne. Ils ont gagné des sommes extravagantes, et d'un seul coup, ils ont complètement investi dans les nouvelles technologies, et c'est complètement... Et personne ne l'a vu venir, c'est absolument incroyable. Ouais. L'espace, les nouvelles technologies, la robotique, la médecine, les projets de robotique aussi, ils sont vraiment impliqués dans tout ça. Et non contents de cela, ils ont complètement déjà modifié tout notre tissu socio-économique. Les entreprises aujourd'hui sont déjà complètement modifiées par ça. Dans 2 jours, je serai dans un colloque dans le sud à Monaco, ça s'appelle Day One. C'est un grand colloque. Avec des responsables d'entreprises du monde entier, et puis des gens. Et là, déjà, c'est plus de dire le monde va changer. C'est que déjà, ça a complètement changé. Et c'était... En plus de ça, quelque chose qui n'avait pas été prévu. C'est-à-dire que personne n'avait imaginé voir venir Elon Musk, Peter Thiel, voilà. Et c'est ça qui nous surprend tous. Sauf que nous avons un débat parce que nous avons une tradition sur l'éthique, la philosophie, le progrès et l'histoire dans le monde occidental. C'est fait que nous nous posons des questions, mais une fois de plus, j'insiste, dans d'autres parties du monde, ils ne se posent pas du tout cette question-là et ils avancent. Donc c'est pour ça que c'est des grandes difficultés au niveau international, évidemment, que d'avoir sur ces chartes qui sont internationales, comme vous l'avez très bien cité. Aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas, pour les principaux acteurs, de vision partagée, au minima éthique, sur les changements en cours.
Alors, Caroline Fraissinet et Philippe Catutte, alors, est-ce que comme dans la chanson, là, vous rêvez d'un autre monde où la Terre serait ronde? Est-ce que, non mais, vous recherchez en effet la possibilité de vie ailleurs. Vous avez beaucoup travaillé sur Mars, je crois. Et là, vous travaillez aussi sur des exoplanètes, hein, c'est ça? Non, alors moi je travaille pas directement sur les exoplanètes, ce sont mes collègues qui travaillent sur les exoplanètes. Moi je reste dans le système solaire, j'essaye de comprendre la chimie. C'est déjà assez grand. J'essaye de comprendre la chimie du système solaire pour savoir comment la chimie peut évoluer jusqu'à la biologie. Donc nous on a aussi notre chaînon manquant en exobiologie. C'est le passage de la chimie à la biologie. On sait que la chimie va devenir de plus en plus complexe. On connaît ces processus de complexification. Et à un moment, il y a ce chaînon manquant et ensuite on passe à la biologie. On ne sait pas comment on passe de la chimie à la biologie. Donc, en comprenant jusqu'où la chimie peut aboutir en complexité, et donc en recherchant cette complexité chimique dans le système solaire, on va essayer de comprendre jusqu'à quel niveau de complexité elle peut rester chimie et à partir de quel niveau de complexité elle va passer biologie. Donc biologie, c'est-à-dire la vie. Donc vous travaillez beaucoup avec les biologistes, évidemment. Donc je travaille avec les biologistes. Je suis chimiste en fait. Oui, vous êtes chimiste, oui. Et donc l'exobiologie, c'est une thématique qui inclut vraiment, qui est vraiment c'est la combinaison d'énormément de thématiques avec donc tout ce qui est astrophysique, biologie, chimie, géologie, etc. Donc c'est sa force aussi à l'exobiologie. C'est cette interdisciplinarité. Et donc, en comprenant la chimie dans le système solaire et en recherchant en fait la complexité chimique et également donc des éventuelles traces de vie, on va essayer de mieux comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Ah oui, aussi. Donc on en revient à l'homme finalement. On revient à l'homme. Mais quand on parle de vie possible ailleurs, alors est-ce que c'est une vie comme la nôtre? Je veux dire, est-ce qu'il y aura, c'est des planètes où il y a des philosophes, des paléoanthropologues, ou est-ce que c'est juste des bactéries, enfin une possibilité de vie? Alors, ou est-ce qu'on ne sait pas? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est un peu le gros paradoxe de notre discipline, c'est qu'on va rechercher quelque chose qu'on ne sait même pas définir. Donc on va rechercher la vie, mais on ne sait pas définir la vie. Donc l'approche peut sembler un peu anthropomorphique parce qu'on va se baser sur ce qu'on connaît sur Terre pour aller rechercher dans le système solaire. Et en fait, c'est vraiment une base parce que quand on construit des instruments, quand on fabrique des expériences et des instruments envoyés dans le système solaire, ils sont tellement précis qu'il faut rechercher quelque chose en particulier. On peut pas tirer dans le noir, on peut pas aller dire bon, on va voir ce qu'il y a. On est obligé de dire bon, on va rechercher si on trouve des molécules carbonées, etc. Donc on doit fabriquer des instruments, conceptualiser des instruments qui sont basés sur une réalité, vraiment rechercher quelque chose de précis. Donc on se base sur ce qu'on connaît, qui est la Terre, qui est la vie sur Terre, qui est la seule vie qu'on connaisse aujourd'hui. Et on va essayer. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il y en a. Enfin, on n'en connaît pas d'autres. On n'en connaît pas d'autres. Pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais on n'en connaît pas d'autres. Voilà, on n'en connaît aucune autre pour l'instant. Et donc, à partir de la vie sur Terre, on va chercher le dénominateur commun à cette vie. Et c'est ce qu'on va appeler des biosignatures agnostiques. Donc, on va rechercher, en fait, des dénominateurs communs à la vie sur Terre qui pourraient être des dénominateurs communs à toute forme de vie qui existerait dans le système solaire. Donc on a quelques indices là-dessus, c'est chimique, encore une fois. Et donc, ce sont ces biosignatures agnostiques qu'on va aller rechercher dans le système solaire par des sondes qu'on va envoyer sur différentes planètes, Mars, sur des satellites glacés de Jupiter et de Saturne, qui sont un petit peu les cibles prioritaires de la NASA en ce moment, qui pourraient éventuellement abriter une forme de vie macroscopique dans des océans liquides sous des couches de glace dans ces satellites. Donc, sur Mars, on sait que la vie n'a pas pu dépasser le stade bactérien si jamais elle a existé. Ça, c'est même pas Donc sûr. Les Martiens, ça n'existait pas. Des bactéries martiennes, ça reste des Martiens. Oui. Mais les petits hommes verts, non. Donc sur Mars, elle n'aurait pas pu dépasser le stade bactérien. Par contre, sur les autres corps du système solaire d'intérêt pour l'exobiologie et pour la recherche de vie, on pourrait éventuellement imaginer des poissons dans les océans d'Encelade et d'Europe, qui sont des satellites de Jupiter et de Saturne, avec un océan d'eau liquide sous une couche de glace. Pourquoi pas? Est-ce que, Philippe Catutte, vous pouvez répondre aussi à cette question, est-ce que les scientifiques ont des souhaits? C'est-à-dire que, est-ce que vous espérez qu'il y ait une vie, ou est-ce que ça vous est égal?
Je pense que globalement, chacun a sa vision, hein, comme on le disait, chacun a sa philosophie, etc. Ce que je crois, c'est que le travail du chercheur, c'est de tirer la pelote de laine. C'est-à-dire qu'on a un indice, comme on l'a dit, on a une hypothèse, et puis on tire et on essaye de comprendre. Après, dans la grande généralité, on n'est pas pour un endroit ou un autre. Ce qu'on veut, c'est être certain d'où on va. C'est-à-dire qu'on essaye d'accumuler des preuves. Là, quand on parle de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des observations, c'est ce qu'on a dit, hein, on cherche des choses extrêmement ténues, extrêmement faibles, avec des instruments extrêmement précis, qui demandent un traitement compliqué, etc. Donc du coup, on est concentré là-dessus. On est concentré sur avoir des indices et on suit nos indices. Et sans essayer, a priori, de biaiser les choses en disant les indices me montrent par là, mais moi je vais par là. Non, on essaye de chercher les indices et de construire le puzzle. Alors après, c'est vrai, c'est ce qui est vrai pour l'exobiologie et vrai pour les autres sujets. C'est un puzzle qui est toujours compliqué, mais surtout où on part en permanence de ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autre chose. On part de ce qu'on connaît et puis on essaye de voir ce que connaît, où est-ce que ça marche pas. Et là, si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on connaît pas. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal intellectuellement à se dire j'oublie ce que je connais et je vais très bien chercher un truc que je connais pas. On part quand même toujours d'hypothèses. Alors on est constamment en train de faire une hypothèse, de la valider ou de l'invalider, et puis de rebondir sur autre chose. Donc c'est un jeu qui est un peu long, et on rebondit comme ça, et puis on essaie de modeste. Et les choses vont lentement. Alors voilà, on parlait de la vitesse sur la recherche, c'est des fois quand même, malgré tout, on a encore notre temps. Mais est-ce qu'on peut se dire, voilà, dans tant d'années ou dans tant de temps, on saura s'il y a une vie ou pas? Mais justement, ça, c'est intéressant comme question, parce que des responsables de la NASA ont récemment décrété qu'on trouvera la vie dans le système solaire dans les 10 années qui viennent, qu'on aura des indices de vie dans les 10 années qui viennent. Alors il y en a qui vont pouvoir dire c'est pour récolter de l'argent, pour garder l'intérêt du public, etc. Mais en fait non, c'est quand même basé sur l'avancée de la science aujourd'hui, sur les priorités de la NASA, sur les futures missions. Donc on sait maintenant que les missions à recherche de vie dans le système solaire, il y en a eu une jusqu'à présent. C'était Viking sur Mars en 1976, qui était même pas très adapté parce qu'en fait on connaissait pas suffisamment le contexte pour envoyer une mission pour rechercher la vie, mais ça a quand même été fait. Les résultats ont été négatifs, ce qui a plombé la recherche martienne pendant une vingtaine d'années en fait. Donc c'était finalement pas une très bonne idée. Mais il y a eu extrêmement peu de recherche de vie dans le système solaire. Aujourd'hui, une des priorités de la NASA, donc je dis NASA, mais en fait, la NASA, vu que c'est quand même le principal contributeur de la recherche spatiale, c'est eux qui vont orienter les recherches de toutes les agences spatiales. Mais quand je dis NASA, ça inclut aussi toutes les autres agences spatiales mondiales, y compris donc le CNES, l'agence spatiale française, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui regroupe plusieurs pays d'Europe. Et donc, une des priorités de la NASA maintenant, c'est de rechercher la vie, chose qui n'a pas été faite sur Mars depuis 1976. Depuis 1976, oui. Et avec donc, des moyens qui ont avec des moyens de l'époque. Considérablement évolué, oui. Et donc aujourd'hui, vu qu'une des priorités c'est de rechercher de la vie, les missions vont avoir pour objectif principal cette recherche de traces de vie. Donc en la recherchant, bien entendu, on a plus de chances de la trouver que sans la rechercher. On a les technologies qui ont également énormément progressé. Maintenant, on sait comment aller rechercher ces traces, ces biosignatures agnostiques, par exemple, sur différentes planètes. Et donc, en fait, tout ça mis ensemble, les avancées technologiques et les avancées scientifiques qui ont été faites durant ces précédentes années, qui ont grandi vraiment de manière exponentielle ces derniers temps, ça nous permet en fait d'avoir une évaluation de s'il y a de la vie dans le système solaire, on pourrait éventuellement la détecter dans les 10 années qui viennent. Pascal Pic, dans vos rêves de paléoanthropologue, vous dites peut-être qu'un jour je vais aller voir un Homo erectus. Ça, on aimerait bien, je préfère une Madame Erectus. Mais bon, plus sérieusement, c'est très compliqué. Pour bien comprendre, par exemple, dans notre domaine, on a eu une extraordinaire évolution des avancées des connaissances grâce à la paléogénétique. Et on a même parlé, et même la paléolinguistique, c'est-à-dire on compare les différents systèmes génétiques ou les différentes langues, et on essaie de regarder quels sont, comme vous l'avez très bien dit, l'ultime dénominateur commun. Donc c'est là qu'on a parlé de la langue mère, c'était très à la mode il y a une vingtaine d'années dans mon domaine,
où, là aussi c'est un petit peu exagéré quand même, de l'ève mitochondriale, les mitochondries étant des petits organismes dans nos cellules qui ont leur propre ADN, qui se transmettent que de mère à enfant. Donc on reconstitue les lignées maternelles, et pour les hommes, c'est le chromosome Y. Mais même si nous trouvons l'ultime brique commune à toutes les langues que nous connaissons aujourd'hui et tous les systèmes génétiques humains qu'on connaît aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est le premier. Oui. Ça veut dire que c'est le plus ancien dont nous avons conservé la trace. C'est pour ça que ce travail est extrêmement compliqué, comme nous d'ailleurs. Maintenant, on a vu beaucoup de choses tout à l'heure pendant le concert à propos donc des extraterrestres. Écoutez, il y a un truc, moi, qui me fait vraiment me bidonner, c'est que dans toutes les Star Trek, les Star Wars, etc., ils ont tous des têtes, mais quand même pas possible, mais ils sont tous bipèdes comme nous. Vous voyez ? Et ça, je peux vous dire que là, si vous cherchez, alors évidemment la recherche ne veut pas chercher des extraterrestres comme ça, mais c'est quand même absolument ahurissant quand on y pense, parce que évidemment c'est quasiment impossible. Et pour vous dire la difficulté, il faut continuer ces recherches, ça avance très vite. Bien sûr. Par exemple, j'étais récemment avec des gens comme Francis Rocard à propos de la sonde qui vient d'arriver sur Mars, et là. Et on a depuis longtemps des radiotélescopes qui essaient de détecter des émissions de radio d'extraterrestres. Ça fait combien de temps que nous, les humains, connaissons les ondes électromagnétiques ? Ça fait un siècle à tout casser, ce qui représente quand même par rapport à l'échelle de la vie sur la Terre, 1/4 millionième de l'échelle de la vie sur Terre. Donc la probabilité que l'on puisse trouver des gens déjà qui marchent debout, même avec des têtes complètement déglinguées, comme on le voit dans les films, c'est déjà quasiment impossible, mais qui en plus ils se sont dit, hey, on va envoyer un petit message radio à ces petits terriens qui sont quand même tout seuls depuis un petit bout de temps, voilà. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs, c'est pas du tout mon propos. Mais là aussi, quand je disais le succès est la conséquence de nos évolutions, moi des fois je suis effaré, et je pense que c'est la même chose pour vous, quand les gens disent, ah la Terre était parfaitement située pour que la vie telle qu'on l'apparaisse puisse émerger comme cela. Mais pas du tout. Les conditions initiales de l'apparition de la vie sur Terre n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons aujourd'hui, mais elles ont été largement modifiées, et même la vie a modifié l'atmosphère, par exemple. Donc c'est pour ça que ça montre bien que ces recherches sont extraordinairement compliquées, puisqu'il y a eu donc, comme dans les... Alors ça comprend bien pour les fossiles, etc., mais ce sont des questions qui sont exactement les mêmes dans tous nos processus. Et d'une manière générale, la grande difficulté, c'est que nous, on peut reconstituer l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés, par exemple, parce que on a des chimpanzés, mais eux, ils n'ont pas leur chimpanzé de l'espace. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul exemple. Donc c'est extrêmement... Mais on va y arriver, monsieur, de toute façon. On va y arriver. Voilà, c'est vrai, voilà. Mais ils seront pas comme nous. Justement, un petit commentaire par rapport à ces technologies, c'est qu'il y a un nouveau mot qui apparaît dans la discipline. Donc je vous ai parlé des biosignatures, c'est aller rechercher des traces d'une vie. Donc, par exemple, dans le système solaire, ce dont moi je m'occupe. Après, il y a un autre mot qui apparaît et qui est de plus en plus utilisé, ce sont les technosignatures. Donc, les technosignatures, ça serait justement, en fait, des messages, donc principalement électromagnétiques, on imagine, qui pourraient être reçus d'une civilisation extraterrestre avancée. Donc là, on parle plus du système solaire. Là, on parle des exoplanètes et donc d'autres galaxies. Mais ça m'a justement fait penser à ça. On a quand même cette grosse différence entre les biosignatures, où c'est nous qui allons rechercher des traces, ou alors les technosignatures, où on attend passivement que des extraterrestres nous contactent. Et ça n'a rien à voir. Philippe Ketchut, un mot quand même sur le Latmos. Définissez-le nous, et puis combien de chercheurs, quelle est l'importance aussi de ce laboratoire ? Nous, la particularité, c'est que, bon, d'une part, on a été un petit peu au début de cette aventure du spatial, donc on a un certain héritage. Mais aujourd'hui, notre intérêt par rapport à ce débat, c'est que, effectivement, on se projette sur un certain nombre de missions planétaires pour aller explorer ces mondes, mais on travaille aussi beaucoup autour de la Terre. Et l'observation de la Terre. Et du coup, on peut faire des allers-retours. Alors des allers-retours technologiques, c'est-à-dire ce qu'on met au point pour aller observer des choses sur Terre, on les utilise pour les autres planètes et vice-versa. Mais aussi, la grande avancée, c'est de pouvoir aujourd'hui tester des modèles numériques de planètes qui sont extrêmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, finalement, on avait une Terre qui présente une particularité, c'est qu'elle est assez stable. Alors, on s'offusque beaucoup quand il y a un cyclone, etc. Ça fait des dégâts, mais ça reste malgré tout autour d'un point médian qui est quand même assez faible.
Quand on va sur les autres planètes, on a des changements bien plus abrupts que ça, bien plus grands. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement de récolter des informations sur les planètes, pour l'instant, du système solaire, pour pouvoir finalement avoir un panorama de notre connaissance qui dépasse un peu le système de nos fameuses moyennes climatiques, climatologiques et météorologiques dont on parle tout le temps. On essaye toujours de regarder par rapport à ce qu'on connaît comme météo, mais ça reste très stable. Donc du coup, ça c'est un intérêt d'aller regarder des choses un peu plus extrêmes. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc on développe beaucoup d'instrumentation pour aller chercher justement toutes ces informations. Ouais. Alors, et on a des problématiques autant sur Terre que sur les planètes, parce qu'effectivement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on est obligé de mesurer. Alors du coup, bien évidemment, le flot de données est très différent sur Terre qu'il l'est sur les autres planètes. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, nous aussi, on est confrontés à adapter nos méthodes aussi, progressivement. On avait jusqu'à présent une technique qui consistait à avoir des modèles physiques qu'on connaissait, des équations de thermodynamique que l'on connaissait, et donc du coup de confronter nos observations à ça. Aujourd'hui, on va progressivement aussi aller vers des nouvelles technologies pour l'analyse des mesures, c'est-à-dire qu'on va et là, c'est hérité finalement, s'il peut y avoir des choses bien de nos GAFA, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les données tous ensemble et finalement sortir de ce nuage de données. Finalement, qu'est-ce qui nous apprend, sans présupposer. Donc ça change aussi, ça va changer progressivement les approches. Donc voilà. Donc nous, on est sur une continuité. Malgré tout, puisque finalement on a commencé ça il y a 60 ans avec des fusées, ensuite des ballons, et puis ensuite autour de la Terre, et puis après dans les autres planètes. Donc tout ça a progressé doucement, avec le fil conducteur de mieux caractériser, de mieux comprendre. Donc le laboratoire, c'est 60 chercheurs, mais c'est aussi des équipes techniques très importantes qui mettent au point justement les instruments. Et là, on parlait de l'espace, effectivement, qui va, et c'est sûr qu'on voit bien qu'il va y avoir une forte évolution avec le privé qui va s'emparer de l'espace, parce que on est en train de sortir finalement aussi progressivement du domaine de recherche un peu inconnu. Ça commence à être du connu. On parle des voyages dans l'atmosphère, on parle de sortir et de rentrer dans l'atmosphère, etc. Et donc, nous, c'est pour ça que finalement se déplace aussi notre intérêt, c'est-à-dire qu'on va vers finalement les mondes inconnus, le système solaire, et puis progressivement, on se projette sur existe-t-il d'autres mondes, et est-ce qu'ils pourraient potentiellement abriter la vie. Donc, on a parlé des fameuses exoplanètes. Donc, en fait, il y a un continuum. Et comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est intéressé aux planètes, leur composition. On s'est aperçu qu'il y avait de l'ozone, qu'il y avait de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis du coup, maintenant, on en est aux biosignatures. Et donc, on continue de tirer la pelote de laine en essayant de comprendre finalement comment se réagissent ces mondes. Avec y a-t-il en plus une vie au milieu, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de la Terre et de l'atmosphère de la Terre, donc les autres thématiques du LATMOS, ça permet de participer à la compréhension des atmosphères des autres planètes et vice-versa. Comprendre, voir, analyser les autres planètes, c'est aussi comprendre la Terre à différentes époques. Si on regarde l'atmosphère de Vénus ou de différentes planètes, on peut comparer à l'atmosphère de la Terre primitive. Et donc, comme vous disiez, la Terre primitive est extrêmement différente de la Terre aujourd'hui. Ça change évidemment. Ouais. Et comprendre ces atmosphères, et ça va donc nous donner des indices sur l'atmosphère primitive de la Terre et comprendre comment la vie a pu évoluer, dans quelles conditions elle a évolué sur Terre. François-Xavier Bellamy, peut-être pour conclure, alors vous dites demeure, c'est-à-dire ce mouvement perpétuel, vous dites on pourrait lutter contre lui, mais au fond, vous avez une phrase d'ailleurs qui est très belle quand on parle du transhumanisme. C'est vrai qu'on s'intéresse au corps de l'homme, est-ce qu'on va pouvoir améliorer le corps, et vous dites il ne suffit pas que le corps soit à l'abri, l'âme aussi a ses besoins. Est-ce que c'est pas ça, au fond, la conclusion qu'on pourrait donner à ce débat ? Ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment un privilège de vous écouter. J'étais fasciné de ce que vous disiez du passage de la chimie à la biologie. Il y a comme ça des passages que la science constate, mais qui sont très difficiles à comprendre pour nous. Le passage de
de la matière inerte à la chimie, le passage de la physique à la chimie, de la chimie à la biologie. Puis il y a un autre passage qui est celui de la biologie à la psychologie, c'est-à-dire à partir de quand le phénomène de la conscience apparaît-il? Là, c'est Pascal Pic en parlerait infiniment mieux que moi, mais on voit bien qu'il y a là quelque chose qui fait que l'homme n'est pas tout à fait un animal complètement comme les autres. Les animaux évoluent, et ils ont été marqués par une évolution, mais cette évolution est très massivement subie par le fait... C'est un animal, dirait Pascal Pic. Mais vous diriez c'est un animal quand même, l'homme. Oui. Attendez, non, pardon, je vous ai interrompu, excuse-moi. Non. Oui, excusez-moi. Ce qui fait que les dinosaures ont disparu, c'est un accident qui leur est arrivé. Mais nous sommes, par le fait de la conscience, capables d'agir sur le monde qui nous entoure d'une manière bien plus décisive que tout le reste des animaux. Et il y a là quelque chose qui, évidemment, marque la singularité d'une psyché, d'une âme. C'est le mot philosophique qui sert à désigner cette conscience. Et la conscience a besoin, précisément, non pas d'arrêter le mouvement, mais de pouvoir le diriger. Nous ne sommes pas condamnés à subir un mouvement qui nous emporte. Je ne crois pas qu'il faille arrêter le mouvement de l'histoire. Au contraire, notre défi pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à remettre la main sur notre propre pouvoir pour en faire l'occasion d'un acte de liberté, pour que nous puissions dire voilà où nous voulons aller. Et aujourd'hui, il semble on parlait tout à l'heure de la complexité infinie que prend la recherche scientifique, elle est aussi un vrai sujet pour la politique, au sens où tout à l'heure vous posiez la question de savoir si Elon Musk multipliait votre salaire par 10, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce que nos États ont encore les moyens de réguler l'activité d'une recherche qui est devenue d'une complexité telle? Est-ce que nos États ont encore les moyens de réguler l'activité des GAFA, alors qu'elle a atteint un niveau de sophistication qui fait que tous ceux qui sont capables de la comprendre travaillent précisément pour les GAFA? Et donc il y a un sujet majeur dans notre liberté collective, et c'est ce sujet qui nous attend, et on voit bien que le fait de pouvoir faire en sorte que ce qui compte pour nous demeure, que ce à quoi nous tenons, que ce qui fait la condition même de notre survie demeure capable de perdurer, que le monde demeure vivable en quelque sorte, c'est l'un des plus grands enjeux politiques qui nous attendent, que le monde demeure vivable et que l'homme demeure humain. Et c'est un sujet d'autant plus fort que je connaissais déjà beaucoup de scénarios catastrophes pour l'avenir de l'humanité. Je viens de découvrir qu'il y en avait un autre ce soir, c'est-à-dire l'irruption d'une Tesla contaminée qui pourrait tous nous faire mourir. Avouez que ce serait quand même une triste fin pour l'aventure humaine. Merci infiniment. Vous vouliez ajouter un mot ou non? Juste un mot peut-être? Non, mais ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, plus que jamais, on se plus de technologie. Donc vous avez parlé des GAFA, mais il faut vraiment parler aussi des BACS, de Chinois, parce qu'ils sont là, c'est de là que viennent ces découvertes un peu troublantes, enfin ces annonces en tout cas sur manipulation du génome. Mais là, c'est vrai, vous avez un petit peu évoqué Teilhard de Chardin tout à l'heure en filigrane, et Teilhard de Chardin avait une espèce de rêve, un rêve qui était celui d'une unité de toutes les intelligences de la Terre, enfin des humains. Mais sur l'émergence de la conscience, ça devient très compliqué parce que, vous savez, on se pose la question avec les intelligences artificielles, qui sont déjà des mondes darwiniens qui évoluent par eux-mêmes. Ça s'appelle le fantôme de la machine, Ghost in the Machine. On voit ça dans iRobot. Et mon credo en ce moment, c'est de se dire, si on n'est pas capable de comprendre des intelligences et certaines formes de conscience autour de nous, notamment chez les grands singes, qui ne sont pas comme les nôtres, évidemment, je crois qu'on va avoir des difficultés à comprendre l'émergence des intelligences artificielles. Et donc, on a vraiment une réflexion sur ces mondes des intelligences de plus en plus connectés, entre tous les humains, ce qui est en train de se faire, mais aussi avec les machines, ce qui est en train d'arriver, et ce qu'on n'a pas fait, on a pris beaucoup de retard avec les autres espèces. Et si on est capable d'arriver à cette forme d'intelligence, de noosphère que nous proposait Teilhard de Chardin, mais qui est en train de se mettre en place de cette manière, mais il n'avait pas envisagé comme ça, évidemment, là, je pense qu'effectivement, on pourra peut-être envisager un avenir de l'humanité un peu plus d'une manière un peu plus sereine et humaniste. Tout n'est pas perdu, donc. Merci infiniment. Alors, sauf si la voiture dont vous parlez revient chargée de bactéries. Merci infiniment, Caroline Fraissinet. Merci infiniment, Philippe Kescut, François-Xavier Bellamy et Pascal Pic. Je signale que si vous voulez continuer à réflexion, parce que c'est deux réflexions, au fond, votre livre, d'abord une réflexion sur le transhumanisme et puis les possibilités qu'il nous offre. François-Xavier Bellamy et Pascal Pic signent leur livre à la sortie de cette salle. Voilà, donc ils vous attendent et venez nombreux. Merci infiniment à tous les quatre et merci à tous.